va commencer tout de suite avec les longs métrages. Donc 4 synopsis et on commence avec Félix Bulcourt et Claire Matz pour Amrot. Alors comme c'est la première, on applaudit un petit peu plus fort. Merci. Claire, une seule règle, 4 minutes, t'as un petit chrono là, voilà, c'est la même chose pour tout le monde. Je t'en prie. Merci. Merci Sébastien, bonjour à tous et merci au Festival Atmosphère d'avoir sélectionné notre projet de long métrage d'animation Amrot. Félix est avec moi mais il est en coulisses et il me laisse parler toute seule pour cette occasion. Je vous parle donc d'Amrot qui est un long métrage d'animation et qui se passe dans l'univers d'Altertopia. Altertopia, c'est notre monde dans 400-500 ans à peu près, après la montée des eaux. Une montée des eaux qui a été lente, qui a été un peu prévue par certains, mieux que par d'autres, et à laquelle l'humanité a dû s'adapter, tant bien que mal. Certains se sont adaptés effectivement mieux que d'autres, mais globalement, l'humanité a réussi à remettre en cause certaines choses qui nous semblent acquises aujourd'hui, pour vivre selon des modes de vie complètement différents, mais très assumés et très heureux. Amrot, c'est l'histoire de cette ville que l'on présente à travers le film et qui nous expose ce qu'est peut-être ce nouveau mode de vie dans le futur, sur une cité qui a été une ville florissante à notre époque, mais qui depuis est complètement ensevelie sous les eaux. Et nos deux héros, Sabine et Marcello, sont des plongeurs, des récupérateurs, qui vont aller tous les jours récupérer des choses dans les débris de cette cité sous-marine pour les remonter dans la cité d'Amrot pour que les gens puissent en faire des objets de récupération, puissent s'en servir dans la vie de tous les jours. Et un jour, Sabine et Marcello découvrent un naufragé dans une tour à moitié effondrée et ils le ramènent en ville. Ce naufragé, c'est Étienne, exilé de sa lointaine cité, qui va, quand il se réveille à Amrot, commencer à se demander où il est, et puis à parler aux gens autour de lui, à expliquer qui il est, d'où il vient, et quelle a été sa vie avant. Et puis, au début, les gens sont un petit peu stupéfaits, parce que ce qu'il raconte ne ressemble à rien de ce qu'ils connaissent. Puis peu à peu, quand Étienne s'installe, la stupéfaction laisse place à l'hilarité générale. Parce que le mode de vie qu'Étienne décrit aux habitants d'Amrot, c'est notre mode de vie aujourd'hui, en fait. Et ça leur semble tellement absurde que les gens s'en amusent un petit peu et puis ils se moquent de lui parce que quand même il a des habitudes bizarres, ce type-là. Et au fur et à mesure qu'Étienne raconte son histoire aux habitants d'Amrot, il va peu à peu se rendre compte que peut-être que des choses que lui considère comme acquis, c'est-à-dire comme nous, public, spectateurs du film, considérons comme acquis aujourd'hui, peut-être peuvent être remettre en cause sans pour autant que ce soit un drame ou une catastrophe. Et que ce soit donc pour le meilleur et pour mieux vivre ensemble. À la fin du film, Étienne accepte de remettre son mode de vie en cause pour mieux vivre son insertion à Amrot. Et c'est un petit peu ce qu'on aimerait que le spectateur retire de ce film, c'est-à-dire que remettre en cause un mode de vie n'est pas forcément la fin du monde. C'est pas parce que c'est la fin de notre monde tel qu'on le voit aujourd'hui que c'est la fin du monde et que ça doit se vivre mal. Ce qu'on aimerait, c'est que le spectateur puisse s'approprier ce film pour pouvoir changer les choses dès aujourd'hui en vue d'un monde meilleur et pas d'un monde catastrophique. Donc le propos d'Amrot, c'est d'être un film profondément utopique, d'arrêter avec les dystopies qui, au lieu de responsabiliser les gens, leur font croire que de toute façon, peu importe ce qu'ils font, tout est perdu et on va tous mourir. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est que les personnes sortent du cinéma en se disant oui, peut-être qu'en fait, si on accepte de remettre en cause nos habitudes, on peut vivre tous ensemble mieux dans un monde meilleur demain. Amrot est donc un long métrage d'animation qui prend sa place dans l'univers d'Altertopia, qui est un univers narratif, mais aussi un univers transmédia, dans lequel nous avons développé ce film, mais aussi des jeux vidéo, des séries qui s'adressent à des publics divers et très larges, le plus large possible, pour sensibiliser le maximum de personnes à ces problématiques qui nous tiennent à cœur. Je vous remercie et je vous remercie de votre attention et de notre sélection dans ce festival et je vous souhaite un excellent après-midi à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Amrot, donc Claire Matz et Félix Bulcourt. Elle a bien respecté le timing. On accueille maintenant Romain Versavel. J'ai répété avant, j'ai peur d'écorcher son nom. Et Marianne Espaza. Et le projet s'appelle Étincelle. Ça va, Romain, je l'ai bien dit? Ok, allez, top chrono, 4 minutes. Est-ce que vous vous souvenez d'où vous étiez le 20 juillet 2025? Tu te souviens, Sébastien, toi? Parfaitement. J'étais en train de manger un rougail saucisse de la Réunion, tranquillement installé chez moi.
Donc pendant qu'elle était en train de manger un grillé saucisse, c'était le soir du blackout. Le blackout, une panne gigantesque. Le réseau électrique européen entier qui s'effondre. Plus un ampère sur le continent pendant plusieurs semaines. Autrement dit, un arrêt brutal et radical du monde tel que nous le connaissions. Alors après, quand on dit blackout, vous imaginez peut-être la foule qui panique, la guerre de tous contre tous. Pas du tout. Le blackout, ça s'est passé dans la vraie vie, pas dans un film hollywoodien. Et dans la vraie vie, les gens ne sont pas des bêtes sauvages. Non, ce qui s'est passé, c'est ce qui se passe en fait toujours dans ce genre d'adversité. C'est l'entraide face aux épreuves communes. C'est l'intelligence collective. Et puis plus tard, la résistance face à l'oppression. Les priorités immédiates, c'est manger, boire, soigner. L'argent n'existe plus. C'est tout le monde dans la même galère. La solidarité s'organise dans des espèces de réunions de quartier spontanées. Un moment paradoxalement terrifiant et en même temps jubilatoire, joyeux même. Enfin, jusqu'à ce que les gouvernements et leurs besoins de contrôle reviennent sur le devant de la scène. Là, c'est déploiement de la police puis de l'armée, réquisition des cantines collaboratives qui viennent juste d'être créées, rationnement discriminatoire et bientôt désinformation, interdiction de se rassembler, violence répressive. Autant vous dire que petit à petit, la tension ne fait que croître entre cette population qui a soif de la liberté à laquelle elle a goûté et les forces d'un ordre qui a perdu de son évidence. Mais bon, la population est divisée. Il y a les plus réactionnaires déjà qui attendent avant tout le retour de l'électricité, les pragmatiques qui déplorent aussi bien les dégâts de la panne que ceux de la violence étatique, et puis les idéalistes qui se disent que ces circonstances exceptionnelles sont peut-être l'occasion de créer, qui sait, un monde nouveau. On a quand même planté des carottes dans les parcs publics, quoi. Il y en a même certaines, qui incitent au sabotage pour faire durer la situation. Vous l'auriez fait, vous ? Vous seriez monté en haut d'un pylône électrique à l'arrêt, avec une pince coupante, pour vous assurer qu'il ne soit pas remis en service de sitôt ? Myriam, elle l'a fait. Alors, mue moins par une conviction politique inébranlable que par une espèce d'instinct nourrie par l'euphorie des premiers jours de la panne. Et puis surtout, elle a suivi Inès, sa meilleure amie, Inès qui n'a pas hésité quand elle a lu le tuto tract qui expliquait ce qu'il fallait faire. Myriam et Inès, en 2025, pendant le blackout, elles étaient adolescentes. Une période charnière de la vie dans une période charnière de l'histoire, où elles se sont retrouvées tout à coup les égales des adultes. Et ça, aujourd'hui, 25 ans plus tard, Myriam a envie de nous le raconter. Étincelle, c'est son film, un documentaire qu'elle réalise en 2050, dans un monde qui a bien changé, qui a changé en bien. Un monde d'après le capitalisme, un monde fait de commun, de démocratie, d'égalité réelle, de partage, de sobriété, de joie de vivre. Un monde d'abondance finalement, même s'il y a moins d'iPhone qu'avant, mais en fait justement, parce qu'il y a moins d'iPhone qu'avant. Bon bref, je vous laisse imaginer que sa petite nièce de 7 ans et demi, qui n'a jamais connu ce monde-là, se pose plein de questions sur le monde d'avant. Alors Myriam se procure une vieille caméra et part à la recherche de ces lieux qu'elle a côtoyés durant cette période. Il y a Diana, la sans-papier devenue greffière des assemblées populaires de quartier, Francis, le comptable, et sa fille Daria, qui lui ont appris à siphonner des voitures pour alimenter les groupes électrogènes des hôpitaux en détresse. Il y a aussi Denis, l'acteur vedette, et Andrea, la metteuse en scène, toujours en galère. Il y a aussi Ali, ex-étudiant en biochimie, devenu cuisinier dans une cantine populaire. Il ne manque qu'Inès. Et qu'est-ce qu'elle peut leur manquer, Inès ? Ensemble, elles font le récit de cette expérience fondatrice et complexe. La joie et la peur, l'entraide et la répression. Et comment le bras de fer est devenu intenable, comment tout a fini par s'embraser. Étincelle est un film qui interroge notre rapport à la catastrophe, à la nature humaine, à la science-fiction, à la dystopie. C'est un récit collectif où la force vient d'en bas, vient de partout, et qui nous apportera, nous l'espérons, un peu de cette confiance en nous tous dont nous aurons besoin pour construire un beau 2050. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci Romain Versevel et Marianne Espaza pour Étincelle. On continue, ça va, il respecte le temps à plus ou moins 10 secondes. On continue avec Saïka et Maïko, signé Violaine Bellet et Antoine Caplier. Antoine n'étant pas là, eh bien c'est Violaine qui vient seule pitcher. Violaine Bellet. Bonjour, merci d'être là. Mon co-auteur Antoine Caplier n'a pas pu venir, alors du coup je vais garder ce petit pense-bête. Bête pas au sens idiot, mais au sens animal, parce que comme vous, j'ai un cerveau reptilien, et quand il a le trac, comme là c'est un petit peu le cas, soit il sidère, soit il part en courant, soit il attaque, mais là vous êtes un petit peu nombreux, donc pour l'attaque je vais laisser tomber. Alors notre histoire, c'est Saïka et Maïko,
Et on est dans pas très longtemps, en fait, parce que le réchauffement climatique a généré la montée des eaux. Et il ne reste plus qu'un seul continent émergé. Les différentes ethnies se sont rassemblées là, différentes classes sociales qui sont contraintes de cohabiter, se sont mélangées culturellement, mais aussi sur le plan du genre. Les vêtements sont faits de récup et tout est permis selon la créativité de l'instant. Les hommes mettent des perruques en guise de bonnet, les femmes se couvrent avec des bouts d'armure, des capuchons de bouteilles. La différence entre l'homme et la femme est devenue complètement imperceptible. On a donc une population d'androgynes. Ils sont contemplatifs, sensibles, méditatifs, ils aiment ce qui est beau et ils peuvent se comprendre juste par le regard. Pour eux, la montée des eaux est un phénomène inévitable. Il ne faut pas lutter, c'est une chance pour l'homme d'involuer au lieu d'évoluer, de s'adapter en revenant à ses origines. Non pas exploiter la nature, mais collaborer avec elle. Les lampadaires, par exemple, sont des aquariums qui éclairent à base d'algues phosphorescentes. Les ampoules, ce sont des lucioles qui vivent dans des petits écosystèmes et qui éclairent en voltigeant. Les cloisons des maisons sont formées par des colonnes d'eau alimentées en circuit fermé et on voit en transparence chez l'autre, parce que l'autre, c'est une part de soi. Pour comble, les androgynes utilisent la force des catastrophes météorologiques elles-mêmes comme source d'énergie. La technologie au service de la nature. Dans ce contexte, Saika et Meiko sont des jumeaux complémentaires. À eux deux, ils font une seule personne. Lui, Saiko, il est mélancolique, fusionnel, il est plein d'amour, serein pour sa sœur Saika. Elle est suractive, pulsionnelle, et elle étouffe dans sa dépendance vis-à-vis de Meiko. Elle rêve d'être autonome. Ils sont tous les deux le visage de l'amour, le fusionnel et le fissionnel. Saika fait partie d'un groupe de recherche génétique qui tente de faire venir au monde des hermaphrodites. Mais Meiko freine sa sœur par peur de la perdre. Si elle devient homme et femme à la fois, peut-être qu'elle n'aura plus besoin de lui. Mais Saika veut être libre, forte, indépendante, autonome et solide pour lutter contre une communauté d'individus dont nous n'avons encore pas parlé, mais dont vous vous doutez peut-être qu'ils existent, la milice des genres. En effet, à l'inverse des androgynes, une partie de la population voit la montée des eaux comme une catastrophe. Il faut construire des digues, exécuter les nouveaux arrivants pour éviter la surpopulation, coloniser d'autres planètes. Cette petite équipe inversement proportionnellement armée est évidemment aussi pour un retour à la différenciation des genres. D'un côté les hommes, soyons clairs, de l'autre côté les femmes, et à la procréation hétéronormée, papa dont maman. Ils craignent une mutation de la race humaine. Saika se met en tête de détruire la base militaire de la milice du genre avant qu'elle ne détruise le centre de recherche génétique des androgynes. Pour cela, il faut trouver des alliés plus agressifs que les androgynes. Et pour cela, il y a la périphérie. En effet, vous vous doutez qu'il y a une périphérie à la ville métisse. Il y a là des survivants à la montée des eaux qui débarquent encore aujourd'hui par bateau et qui squattent des baraquements de fortune. Ces nouveaux arrivants sont encore très marqués par la culture des pays dont ils sont issus. Les animistes s'entretuent avec les chrétiens qui s'entretuent avec les musulmans, et cette zone est une zone de non-droit où la violence fait rage. C'est là que Saika vient chiner ses hommes de main. Lors d'une expédition de profilage, elle y repère un sumo qui s'est recyclé comme montreur d'hommes sur le marché aux poissons. Il exhibe une créature étrange qui se débat vivement dans un aquarium. C'est un jeune Eurasien à la queue de poisson. Il a le visage enfantin, mais le regard adulte. Il est agenré, transspéciste. C'est une sirène, mais au masculin. Saika est fascinée. Tout à coup hissée dans un filet par le sumo, la sirène Yel pousse un cri cristallin qui calme la foule. Captivée, elle est captivante. Elle devient l'égérie des androgynes qui voient dans ce qu'elle représente le salut possible de la planète. Mais Meiko est jaloux du jeune homme sirène qui fascine sa sœur. Il sent que Saika se perd dans une idéologie qui l'éloigne. Il trahit Saika en révélant à la milice réactionnaire le lieu secret où est cachée la sirène. Elle est arrêtée. Saika parvient à se rapprocher de celle qui a été tenue inaccessible par le sumo et elle découvre
qu'elle se croyait regardée par la sirène avec une intensité bouleversante, mais qu'en réalité la sirène ne fait que regarder son propre reflet dans le miroir sans teint de l'aquarium. C'est une prisonnière de son image narcissique et muette. La sirène est un prédateur. D'ailleurs, elle se jette sur Salka lorsqu'elle la repère. J'ai presque fini, je vous le jure. Ça fait 1 minute 30 de plus. Je suis désolé, hein, on n'est pas à la minute, mais j'ai vraiment presque... Vraiment, il faut le conclure. Ok, je conclue. Par équité vis-à-vis des autres, je suis désolé. La milice intervient, la queue de poisson est arrachée, on découvre alors que c'est un simple déguisement en latex moulé sur un jeune hermaphrodite. Les androgynes auraient-ils poussé les recherches génétiques sur l'indifférenciation de genre jusqu'à la création de fœtus intersexuels aboutis qui se seraient échappés? La milice décide d'envoyer les hommes sur Mars, les femmes sur Vénus, pour clarifier la différenciation des genres et que tout ce monde-là revienne bien hétéronormé. Mais Saïka et Maïko sont plus futés que ça. Ils profitent de leur gémellité pour inverser. Saïka part sur Mars, Maïko part sur Vénus, et la sirène, qui reste à contempler les fusées s'éloigner dans le ciel, pond des œufs auto-générés et illimités. Je terminerai sur cette citation en sortant de scène. Voilà, oui. L'harmonie, c'est l'équilibre de forces terribles, souvent contraires, parce que ce qui est de même nature n'est pas harmonieux, c'est semblable. Violaine Bellet. Alors l'exercice n'est pas facile, mais après ils ont toutes et tous eu pour obligation de ramener leur texte à 4 minutes. Alors évidemment tout ça, c'est des petites règles que j'essaie de faire respecter. Je ne suis pas dans la meilleure position, mais je l'indique quand même au suivant. Essayez de respecter le timing s'il vous plaît. On va passer maintenant aux séries. Même principe, 4 minutes pour pitcher chacune de ces 4 séries. On commence avec Marie-Stéphane pour Dodd. Bonjour. Merci. Ça va? Vous avez bien dormi cette nuit? Vous avez dormi combien d'heures? 7 heures? 8 heures? Ok. En moyenne, une personne va passer 25 ans de sa vie à dormir. Notre entreprise, Dodd, Dreams on Demand, vous propose aujourd'hui une technologie qui va vous permettre de dormir mieux, mais surtout de dormir utile. Grâce à notre implant cérébral, appelé le Dreamcatcher, vous allez pouvoir choisir chaque nuit le contenu de vos rêves. Alors vous pourrez choisir de vous rêver en rockstar ou de voler comme un oiseau, mais vous pourrez surtout apprendre le mandarin en à peine 26 nuits de sommeil. Ou alors choisir de visiter une époque différente chaque nuit. Voilà, ça a commencé comme ça. C'est comme ça que l'entreprise Dodd a présenté pour la première fois son Dreamcatcher en 2030. Aujourd'hui, on est en 2048. À cause du réchauffement climatique, le niveau de l'eau a monté et notre histoire se passe dans une ville côtière partiellement submergée par la montée des eaux. Mais, bonne nouvelle, en 2048, le réchauffement climatique a été endigué. Et les humains se sont adaptés à leurs nouvelles conditions de vie. La ville, c'est un lieu paisible où l'humanité vit en harmonie avec la nature. Entre les bâtiments, on circule à bateau ou à pied. Sur le fronton de l'hôtel de ville, aujourd'hui est inscrit « Liberté », équité, durabilité. En parallèle, en 2048, Dodd et son implant, le Dreamcatcher, équipent la totalité des foyers à l'échelle planétaire et designent le contenu des rêves de la totalité ou quasi-totalité de la planète. Les rêves naturels, eux, ont complètement disparu. Tara, notre personnage principal, elle a 17 ans, c'est la fille de la fondatrice de Dodd. Tara, un jour, une nuit, elle est réveillée par un bug de son Dreamcatcher. Ce bug a été provoqué par le groupe rebelle des oiseaux. Les oiseaux, ce sont des rebelles qui, depuis le début, ont refusé la technologie de Dodd, qu'ils considéraient comme étant une robotisation de l'humain. Ils habitent dans des zones blanches, en dehors de la couverture réseau, c'est-à-dire par exemple en haute mer ou alors dans des déserts. Grâce à eux, Tara découvre le vrai visage de la technologie de Dodd, à savoir, à l'origine conçue pour designer le contenu des rêves, la technologie de Dodd, finalement, régule aujourd'hui secrètement les désirs et comportements humains à l'échelle de la planète, et ce, dans l'objectif d'endiguer le changement climatique. Et oui, si vous contrôlez les rêves, vous contrôlez les inconscients, vous contrôlez donc les désirs et les comportements. Donc en 2048, on vit dans une société où le réchauffement climatique n'existe plus, mais on vit dans ce qu'il est convenu d'appeler une dictature écologique. En parallèle de ça,
Tara découvre que l'algorithme a quelque peu évolué et qu'il commence à, disons, tuer de plus en plus de monde dans leur sommeil, pendant leurs rêves. En fait, il veut sacrifier une belle partie de l'humanité, et ce, encore une fois, pour atteindre son objectif de préservation de la planète et de reste du vivant. Parce qu'elle est la fille de la fondatrice, elle a accès au cœur de Dod, c'est-à-dire le lieu, la matrice où sont façonnés les rêves. Elle a donc entre ses mains le pouvoir d'aider les oiseaux, les rebelles, à sauver l'humanité. Mais pour cela, elle doit répondre à cette question vertigineuse, à savoir, peut-on à la fois sauver l'humanité et la planète ? Voilà, Dod, c'est un projet de série, d'anticipation et d'animation que nous coécrivons avec Teddy Gistelli, qui malheureusement n'a pas pu être là aujourd'hui. Dans Dod, on parle à la fois de l'urgence écologique que l'on traverse et que l'on met en parallèle aussi avec cette question qui oppose la sécurité et la liberté. Qu'adviendra-t-il lorsque l'urgence écologique sera devenue véritablement notre priorité absolue ? Qu'est-ce qu'on sera prêt à sacrifier ? Notre liberté y survivra-t-elle ? Dans Dod, on questionne tout ça, et on questionne aussi, bien sûr, la place écrasante de la technologie dans nos vies aujourd'hui. Cependant, on est très loin des univers à la Blade Runner, à la Akira, très noir, ultra bétonné, ultra urbain. Nous, où le futur pour l'humanité est sans espoir. Nous, au contraire, on a voulu montrer un monde dans lequel le défi écologique a été relevé. Mais à quel prix ? Voilà, je vous remercie. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne nuit, de très bien dormir ce soir, car, pour info, les recherches sur le sommeil et sur l'optimisation des rêves, elles existent déjà. Merci beaucoup. Dod, Marie-Stéphane Cadaneo et Teddy Gistelli. On continue avec Homo Sobrietus, Anne Loriot et Guillaume Legorec. Moi c'est Anne et voici Guillaume. Bonjour. Et on vous présente Homo Sobrietus, qui est une shortcom, une série courte humoristique. Chaque épisode durera entre 3 et 4 minutes. Homo Sobrietus, c'est l'histoire d'Adrien, start-upper, la trentaine, à l'apparence plutôt cool. Alors il est très sympa Adrien, mais il est aussi très compétitif et très impatient. Pour lui, tout est data, KPIs, acquisition. Il est très work hard, play hard, yes we can, just do it. Pour lui, tout est possible, tel que la cryogénisation, qui est au cœur de sa start-up. Donc en fait, Adrien, il est son premier cobaye et le seul. Oui, il est le seul à se cryogéniser. Et quelques années plus tard, il se réveille, tel Hibernatus, dans un monde devenu sobre. Un monde qui est entré en totale décroissance. Tout a changé, transport, alimentation, énergie, tout. Sauf Adrien, qui, lui, est resté bien accroché à ses habitudes de 2022. Oui, et donc du coup, l'idée dans chaque épisode d'Homo Sobrietus, c'est de partir d'une toute petite tâche anodine, quelque chose de très quotidien, mais qui est révélatrice d'un énorme changement systémique. Donc en gros, ça peut commencer tout simplement avec Adrien qui voudra un café, qui rentre dans un café, il demande un café, et là on lui dit « bah oui, mais c'est 100 € le café ». Et bah oui, plus ça vient de loin, et plus c'est cher. Par contre, on peut lui proposer un caf-caf, qui est une boisson énergisante à base de champignons locaux fermentés. Alors ça fait moins rêver comme ça, donc il hésite un petit peu, ça le dégoûte même presque, mais bon, comme il est curieux, et puis que finalement il n'a pas grand-chose à perdre, il teste, et là, bim, révélation. Il se dit, mais c'est incroyable le caf-caf. Peut-être qu'il y a un business à faire de caf-caf d'ailleurs. Et oui, on chassait le start-upper, il revient au galop, quoi. Autre exemple à l'hôtel. Adrien arrive et demande une chambre. Et là, contre toute attente, le réceptionniste lui demande ce qu'il compte y faire. Bah oui, il sera seul, à deux, à plusieurs. Bah, Adrien, il comprend pas, il fait ce qu'il veut dans sa chambre, non ? Mais le réceptionniste insiste. Adrien aussi, jusqu'à ce qu'il comprenne qu'en fait, plus il va s'ébattre sur son lit, plus il va faire des économies. Car oui, son matelas est connecté et permet de produire de l'énergie pour sa chambre. Donc, à défaut d'orgie, Adrien s'éclate comme un gamin à sauter sur son lit. Donc avec Homo Sobrietus, vous l'aurez compris, ce qu'on veut, c'est projeter Adrien, et donc nous et vous, dans un futur qu'on imagine, qu'on voudrait, jubilatoire, joyeux, en harmonie. Et ça, c'est génial parce que ça donne plein d'idées, ça donne plein d'envies, et ça marche sur tous les pans du quotidien. Donc par exemple, le sport, on peut imaginer des salles connectées, où il faut ramer, pédaler, parce qu'en fait, elles sont connectées, elles génèrent de l'énergie pour les logements tout autour, et du coup, on transpire pour la communauté, c'est important. Bien sûr, il n'y a plus d'avions, hein, c'est fini l'avion, mais par contre, le deltaplane personnel est en expansion totale, ce qui est beaucoup mieux que le char à voile ces derniers temps.
Et côté look, on a fini enfin par se rendre compte qu'on avait produit suffisamment de vêtements pour habiller l'humanité pour l'éternité. Donc on s'amuse un peu comme on veut avec les vêtements qui existent déjà, et ça promet énormément de patchwork stylistique en perspective. Plus ou moins réussi. Vous l'aurez compris, le décor que nous vous proposons n'est fait ni de fusées qui vont vers Mars, ni de voitures volantes ou de robots qui parlent, mais d'un retour à une vie plus simple, locale, respectueuse du vivant, basée sur le bon sens et l'entraide. Avec Homo Sobrietus, nous voulons embarquer un très large public, le plus large possible, dans notre projection de ce monde si enviable, et surtout en rire ensemble, car nous voulons avant tout que ce monde soit joyeux. Alors... Prêt pour devenir des Homo Sobrietus? Merci beaucoup. Merci. Merci. Homo Sobrietus, Anne Loriot, Guillaume Le Gorec. Troisième projet, catégorie série, chez les Chanvrés. Alors moi c'est Priska. Et moi c'est Ine, donc on est les co-scénaristes de Chez les Chanvrés et on est très heureuse d'être devant vous aujourd'hui. Chez les Chanvrés est une fiction de 8 épisodes de 30 minutes. C'est une comédie sociale et absurde qui porte des thèmes chers à notre cœur. L'environnement, la solidarité et le féminisme. Ce sont des luttes liées entre elles. L'écologie, le social et la quête identitaire se sont imposés à nous depuis longtemps. C'est donc une série engagée et ancrée dans notre époque qui prend place au Havre. Explication du titre, Chez les Chanvrés. Chez qui? Alors, chez représente la vie en collectivité, la coopérative d'habitants. Chanvré vient du mot chanvre, pour le côté festif de la plante, mais également pour ses multiples propriétés écologiques. De plus, nous utilisons le verbe chanvrer comme le verbe schtroumpfer tout au long de la série. Par exemple, qu'est-ce que j'ai chanvré de mes clés? Je chanvre mieux maintenant. Nos personnages cherchent, chacun à leur manière, des solutions face à l'instabilité et la fragilité de notre société. Ils distribuent des cendriers portatifs, utilisent des poules comme insecticides naturels, intègrent des associations d'aide aux migrants, etc. Mais d'autres thèmes sont aussi abordés. L'amour, la jalousie, l'amitié, la précarité et aussi une sombre histoire de trafic de galets sur fond de mafia havraise. Vous l'aurez compris, jouer avec le registre du comique et de l'absurde permet de traiter des enjeux complexes avec légèreté. Iris, 35 ans, artiste peintre, cohabite au Havre par nécessité financière avec Anne, 28 ans, passionnée d'écologie. Elles sont entourées par une bande de potes, quasiment tous en situation précaire, qui ont des différents âges et origines. Une nouvelle vient chambouler leur vie. La maison de Anne et de Iris va être vendue. Ils décident alors de la racheter tous ensemble sous forme de coopérative d'habitants. C'est le seul moyen de garder le logement. Anne souffre d'asthme à cause de la pollution et elle espère que l'air marin havré soulage sa maladie. Elle s'est lancé le défi de sauver la planète par tous les moyens. Elle est soutenue par ses amis au moyen de travaux éco-responsables, lutte contre l'obsolescence programmée, le gaspillage alimentaire, etc. Iris, de son côté, veut casser les règles des institutions artistiques et rêve de mixité et de diversité de parcours. Mais elle arrive toujours en retard et dans un état second au rendez-vous. Elle s'effondre dans la dépression et les addictions. Mais tous les chanvrés la poussent à suivre des réunions aux narcotiques anonymes. Et elle tombe sous le charme d'une jeune femme. Un autre personnage arrive dans leur vie. Erwan, le navigateur normand. Il se rapproche avec Anne autour d'actions militantes, dangereuses et illégales. Et cela va prendre des proportions qui les dépassent. On a envie que le spectateur se reconnaisse dans cette bande de potes, qui ont des défauts bien sûr, mais qui sont terriblement attachants. Peu importe notre âge, notre genre ou nos origines, on peut se sentir proche d'eux. La maison n'est pas qu'un simple décor. Elle prend vie tout au long de l'histoire. Elle a un effet miroir avec les émotions des chanvrés. Les murs s'effritent face aux disputes, où les fondations se consolident face à la solidarité des personnages. Le Havre est une ville cinématographique, avec son port, ses marchés locaux, ses usines pétrochimiques, le tout rythmé par le cri des goélands. L'histoire se déroule de la création de la coopérative, au printemps, symbole de renouveau, à la froideur de la mission écoterroriste d'Anne, pendant la dureté de l'hiver. En tant que femme, il est primordial pour nous de porter à l'écran des personnages féminins forts. Et en tant qu'artiste,
Nous avons conscience de l'urgence climatique et nous souhaitons développer et tourner cette série de manière la plus éco-responsable possible. Cela va de travailler avec des recycleries, des marchés locaux et de limiter notre impact carbone. Merci de nous avoir écoutés. Et on vous laisse chambrer. Merci beaucoup. Chez les Chanvrais, c'était donc Prisca Stivnar et Inde Saad. Dernier projet sélectionné dans la catégorie série. Voici Vanessa Lorest avec Walk malgré lui. Bonjour Vanessa. Il cherchait un petit job, elle voulait changer le monde. Bonjour, je suis donc Vanessa Lorest et je vais vous présenter Walk, malgré lui, qui est une comédie de 10 x 26 minutes, à la fois une parodie mais également un hommage aux séries d'espionnage. Walk, malgré lui, suit le parcours, l'évolution de Ben, un jeune étudiant naïf mais jovial, dont les parents sont agriculteurs en Centre-Bretagne et qui débarque à Rennes, la capitale de la Bretagne, pour suivre des études de sciences éco. Car Ben a un rêve, il souhaite devenir banquier et pourquoi pas président de la République, comme son idole. Mais pour l'instant, d'origine modeste, Ben, il galère. Il dort au camping et enchaîne les petits boulots. Un soir de pluie, il pousse la porte d'une agence de réunion de consommateurs où il va découvrir un monde à la fois retors et complexe, où personne n'est jamais qui il prétend être. Pour votre information, les réunions de consommateurs, ce sont ces focus group où des consommateurs, des consommatrices comme vous et moi, sont appelés à donner leur avis, en échange d'argent bien évidemment, à tester des produits, des packaging, des publicités, afin d'aider les grandes entreprises à améliorer leurs produits avant leur mise sur le marché. C'est un peu comme si l'avis de ces testeurs, de ces testeuses, était garant de l'échec ou du succès d'un produit. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces réunions, elles sont souvent truquées. D'ailleurs, Ben, quand il débarque dans sa première réunion de consommateurs, on va lui demander de se faire passer pour un vegan, un écolo, alors que lui, c'est un viandard. Et franchement, prendre un char à voile pour aller jouer au football, il voit pas trop le délire, quoi. Mais bon, dans cette réunion, il va tomber sous le charme d'une réelle écologiste, Mounia, pour qui il va se transformer en véritable ayatollah de l'écologie, véritable Khmer vert, apôtre de la décroissance et des cultures éthiques. Et ça marche. La directrice de l'agence de réunion de consommateurs le rentre dans son listing de futurs testeurs. Mounia le suit dans la nuit rennaise, à la fois mystérieuse et dangereuse, et l'invite à boire un verre. Elle lui pose 10 milliards de questions. Ben est aux anges. Personne ne s'est jamais autant intéressé à lui. Car ce que je ne vous ai pas dit, c'est que Ben, il est métis et il a beaucoup souffert dans sa campagne de racisme et d'ostracisme. Donc là, c'est presque trop beau pour être vrai. Et oui, trop beau pour être vrai, puisque Mounia n'est qu'une des fausses identités, une des légendes d'Inès, une activiste anticonsumériste qui appartient à la cellule ST35, elle-même reliée à différentes cellules européennes d'activistes anticonsuméristes, dont le but est de truster, de saboter, d'imposer leurs idées dans les réunions de consommateurs afin d'accélérer la transition énergétique et de réduire l'ultraconsommation néfaste à la planète. Leur grande cible cette année, c'est de saboter le salon automobile de Barcelone et de révéler le greenwashing à l'œuvre autour des SUV, ces monstres de consommation énergétique. Mais il manque un agent à la cellule ST35. Mounia, Inès, suite au quiproquo où elle prend Ben pour un supra-écolo, elle se dit que c'est peut-être la bonne recrue. Donc la série, si vous voulez, elle va suivre l'enrôlement de Ben, qui va peu à peu lui aussi devenir un activiste anticonsumériste. Sauf que s'il veut aller à Barcelone, il va devoir faire ses preuves et saboter, truster différentes réunions de consommateurs où il va tester des produits, mais de plus en plus inutiles, de plus en plus néfastes, montrant l'absurdité de notre société d'ultraconsommation. Dans une de ces réunions, il va rencontrer Steve, qui se présente à lui comme un consomme-acteur, un consomme-activiste. Ben, un peu naïf, le ramène dans la cellule ST35, sans se douter une seule seconde que Steve est ce qu'on appelle un débusqueur. Il travaille pour les sociétés automobiles qui ont décidé de neutraliser ses opposants. Alors, je suis un peu longue, donc je ne peux pas tout vous raconter, mais en tout cas, cette série, à travers le genre espionnage, à travers l'humour, elle interroge notre rapport à l'écologie,
Elle démonte les mécanismes de manipulation à l'œuvre dans notre société de consommation, le marketing. Elle montre des résistants, des décroissants, qui ne vivent absolument pas dans des cavernes, et elle interroge la part de mensonge qu'on est prêt ou non à accepter en termes d'amitié, d'amour, en société et en politique. Voilà, merci de m'avoir écouté et bonne journée. Merci beaucoup. Vanessa Lerest, Woke malgré lui. Voilà donc pour ces 8 pitchs de l'après-midi. Pas facile comme exercice. Vous pouvez les applaudir encore une fois, ils vous entendent, ils sont derrière.